Bonjour à toutes et à tous. Alors on va commencer cette petite table ronde sur l'alimentation vivante, donc au Forum Innovation. Je voulais remercier Virgile parce que sans lui on ne serait pas venu ici. On est venu intervenir sur ce domaine qui nous tient à cœur depuis, pour ma part, depuis quasiment 20 ans. Voilà, merci Virgile. Merci à Aurélie de m'avoir accompagné. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que moi je peux vous brosser un petit peu. Alors je vais présenter nos deux. Enfin moi je vais présenter ma structure, Virgile va présenter la sienne. Je vais vous faire un tout petit historique de l'alimentation vivante en France. C'est un domaine sur lequel j'interviens moi depuis une quinzaine d'années maintenant. Et après on va présenter nos structures. On va commencer par se présenter peut-être. Plus près, ok. Ah là ça en voit plus, ouais. Ok. Voilà, je suis gérant de BioVie. Donc BioVie existe depuis une quinzaine d'années. On travaille exclusivement dans l'alimentation vivante. Donc on faisait partie des pionniers français de l'alimentation vivante il y a une quinzaine d'années. À l'époque, il y avait très peu d'acteurs sur ce secteur du marché. Et je travaille dans le bio depuis 30 ans à peu près. Et donc je suis aussi végétarien depuis 25-30 ans. Et donc je me rends compte que ce qu'on appelle en anglais the plant-based food, c'est quelque chose qui est en essor sur plusieurs décennies et ça devient une tendance de fond. Et c'est pour ça que je suis honoré qu'un salon comme NetExpo propose une table ronde sur ce sujet aujourd'hui. Donc nous, principalement, on est sur ce secteur-là, sur deux axes, sur les graines germées, sur les algues. Donc en fait, ce sont les deux axes qui nous tiennent à cœur. Et donc l'alimentation vivante, c'est globalement une alimentation qui est sur base végétale, avec en plus la dimension crue, donc la dimension non transformée. Donc historiquement, on a commencé sur ces deux secteurs, algues et graines germées. Et progressivement, on est en train de commencer à faciliter la rentrée des personnes dans ce type d'alimentation qui peut sembler un peu compliqué au début, en proposant de plus en plus des produits transformés. Donc on a commencé ça surtout avec la période de Covid. Et donc on a commencé avec des produits transformés à base d'algues, donc du tartare d'algues frais. Et là on a rencontré Virgile de Version Crue qui nous a proposé de réaliser pour nous, enfin qui réalisait déjà des wraps qui sont des choses qui permettent d'intégrer plus de cru dans son quotidien sans avoir à transformer. Parce que nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que les personnes soient autonomes, réalisent la transformation des aliments chez elles, fassent germer leurs graines chez elles, fassent leur tartare d'algues chez elles. Mais en fait, il nous manquait un petit peu il y a une marche qui manquait entre je transforme tout chez moi et je suis déjà dans l'alimentation vivante. Donc Virgile, tu peux peut-être présenter un petit peu Version Crue, ce que vous faites. Alors, bonjour. Déjà, merci de votre présence. Donc, je m'appelle Virgile Offray, de la société ACV Food. ACV pour alimentation crue et vivante. Et c'est aussi les 3 lettres pour les 3 associés, Alain, Christine et Virgile. Maintenant, on est 4 avec Johan à avoir créé donc la société ACV Food et qui est dédiée entièrement à l'alimentation crue et vivante. Et on a une marque qui s'appelle Version Crue. Donc Version Crue, on existe depuis 2019. Et en 2019, on a eu la chance d'avoir un prix remis par Biocoop, un prix d'innovation pour le wrap cru. Donc c'est un wrap de légumes, un wrap déshydraté avec des légumes et des fruits. Il existe en version salée et en version sucrée. Et on est les seuls en France à faire ce produit. Voilà, donc ça permet vraiment de rajouter du vivant, du cru dans son alimentation avec une base de sandwich. On permet de faire des sandwichs et des wraps avec ça. On a des restaurateurs qui utilisent nos produits. Aujourd'hui, on a de plus en plus de restaurateurs qui nous appellent pour les utiliser. Et on est en magasin bio. Et on fait la grande majorité de nos ventes sur BioVie, justement, depuis qu'on a rencontré Eric et Aurélie, qui nous ont permis d'entrer dans la vente en ligne. Et là, on voit la grosse différence. Voilà. Et les clients qui sont en ligne, mais ces clients-là, ils existent aussi physiquement. Et ces clients-là, de plus en plus, vont demander à avoir des produits crus, raw,
dans les magasins, nous, tous les jours, on reçoit des mails de personnes qui nous demandent j'aimerais avoir vos wraps, mais dans la Biocoop à côté de chez moi, ils y sont pas. Je dis commandez-les en ligne sur Biovie. Mais c'est vrai que de plus en plus de personnes. Donc moi, j'invite en tout cas, s'il y a ici des acheteurs, des magasins bio qui s'intéressent et qui connaissent, qui savent qu'ils ont une clientèle qui pourrait être intéressée par la raw food, à venir nous voir au stand K138, le stand donc de version crue, pour vous présenter les wraps et qu'ils puissent se retrouver dans le plus de magasins possible. Voilà. Et puis on fait plein d'autres choses que les wraps. Là, c'est vraiment le produit phare, on va dire. Mais on a tout un catalogue avec différents produits et on développe maintenant dans notre atelier de production, donc qui est dans la Vienne, à côté de Poitiers. On développe des produits pour Biovie maintenant qui vont arriver bientôt. Voilà. Alors pourquoi l'alimentation vivante et quel est l'intérêt de l'alimentation vivante? En fait, moi je suis intimement convaincu et je fais partie des précurseurs en France sur cette thématique-là. Je suis intimement convaincu depuis 20 ans qu'on va vers ça de toute façon. C'est inéluctable. Il y a 25 ans, quand j'étais étudiant, j'ai un diplôme en agrotropical, donc j'allais manger au restaurant U. Impossible d'avoir un plat végétarien ni même vegan. Et aujourd'hui, ma fille de 5 ans qui va à la cantine, elle a un repas végétarien une fois par semaine. Donc on va vers ça de toute façon. C'est une certitude, c'est quelque chose que j'observe. Et quel est l'intérêt de l'alimentation vivante? Donc l'intérêt principal, c'est qu'en fait, les modes de transformation de l'alimentation vivante sont des modes de transformation qui ajoutent des nutriments aux aliments. Alors que des modes de transformation traditionnels comme la cuisson haute température, la friture, la cuisson au micro-ondes, sont des modes de transformation qui retirent des nutriments. Et en alimentation vivante, on fait le contraire. On va choisir des modes de transformation qui vont sublimer les aliments. Donc sur la germination, vous avez de nombreuses vidéos, il y a des photos qui passent sur la germination. La germination, c'est un mode de transformation qui rend les aliments plus digestes. Donc la germination, ça peut être tant des graines germées, mais ça peut être aussi de la germination d'oléagineux. Donc l'intérêt de la germination, c'est que les nutriments qui sont dans les graines ou dans les oléagineux ont une biodisponibilité qui est bien supérieure une fois qu'ils ont été trempés ou qu'ils ont été pré-germés. Donc ça, en fait, ça facilite le travail digestif et ça donne plus d'énergie au corps pour se consacrer à d'autres choses. Vous avez la lactofermentation, qui est un des modes de transformation de l'alimentation vivante, qui apporte aussi, qui crée des nutriments. Comme dans la germination, c'est un mode de transformation très respectueux, qui apporte des nouveaux nutriments qui n'existaient pas avant qu'on commence ce mode de transformation. Donc c'est un mode de transformation aussi très respectueux. Dans ce que fait version crue, il y a la déshydratation. Donc on fait de la déshydratation à basse température qui va respecter donc la température, c'est 42 degrés en général. Et donc on ne va pas avoir de dégradation des aliments qui sont thermolabiles. Donc c'est-à-dire des nutriments thermolabiles qui sont détruits par la température. Donc c'est un mode de transformation qui va donner l'intégralité des nutriments qui étaient présents dans les aliments tout au début. Il y a un autre mode de transformation qu'on utilise, c'est la lyophilisation. Donc la lyophilisation, c'est encore un peu... c'est récent, c'est pas quelque chose qui est vraiment mainstream en France. On va faire descendre les aliments à moins 18 et on va retirer l'air. Et donc vous allez avoir c'est un phénomène qui se produit soit en Himalaya, soit dans les Andes. Donc vous allez avoir un aliment qui va aussi être conservé comme ça, il est sec. Et il peut c'est comme ça qu'on conserve en laboratoire les bactéries. Et quand on remet de l'eau, les bactéries revivent. Donc ce sont des modes de transformation qui, pour la santé des personnes, apportent des nutriments supplémentaires par rapport à des modes de transformation destructifs. Et donc ça, c'est fondamental pour moi au niveau de l'alimentation. Pas que on apporte de nutriments, mais tout ce que vous amenez avec des aliments vivants, ça va faire des économies à l'organisme pour la digestion. Il y a une classe de nutriments qui sont les enzymes. En fait, les enzymes, ce sont les petits ciseaux qui vont aller découper les aliments une fois que vous les avez dans votre système digestif. Et les enzymes sont détruites par la chaleur. Et donc, en fait, le fait d'être sur une alimentation à base crue,
Les enzymes ne sont pas détruites, donc vous les avez en même temps que vous consommez les aliments, et donc vous avez une économie considérable du système digestif sur la digestion. Et donc, il y a des bienfaits santé qui sont évidents. Alors, par rapport à des approches industrielles, forcément, on est sur je ne vais pas dire sur de l'hyper frais. On est sur des choses qui sont quand même où il y a beaucoup de transformations qui doivent se faire à la maison. Donc, on essaie de trouver des systèmes comme fait version crue, d'avoir des wraps qu'on peut avoir à domicile, parce qu'il y a des fois, on doit aller faire un pique-nique, ou des fois, on n'a pas tout le temps de faire des préparations, de faire des jus de légumes, de faire des germinations. Donc là, le titre un petit peu de la table ronde, c'était le futur, je sais même plus ce que c'est. Les nouvelles stars nouvelles stars, des rayons bio. Des rayons bio. Et donc vous avez les graines germées, les algues, ça a le vent en poupe. En tout cas, les algues, il y a une consommation d'algues qui a été multipliée par 10 en 15 ans à peu près en France. Les algues, c'est pareil, c'est beaucoup. Là, vous avez pas mal de photos d'algues qui défilent. Les algues, c'est une de mes passions. On a la chance en France d'avoir un des biotopes les plus propices à la récolte d'algues sauvages. Et tout autant, c'est très très peu exploité. Vous allez en Asie, ils ont des fermes aquacoles dans lesquelles ils font pousser les algues. Parce que vous allez à n'importe quelle épicerie du coin, il y a des condiments à base d'algues. C'est complètement créé dans la culture. C'est des aliments qui sont très intéressants au niveau nutritionnel, mais qui sont complètement sous-exploités en France. Et en tout cas, nous, on voit que les algues, les graines germées, les aliments déshydratés, basse température, tout ce qui est le basse température devient de plus en plus populaire. Et ça devient un argument publicitaire qui est maintenant utilisé sans qu'il y ait de label, de logo ou de position officielle qui soit prise par les instances publiques dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire et de plus en plus intéressant. Et les produits lactofermentés dont tu parlais, qui arrivent de plus en plus dans les magasins bio? Les produits lactofermentés non pasteurisés. Donc vous avez sur le salon plusieurs producteurs de produits lactofermentés non pasteurisés, parce qu'en fait c'est juste un problème technique, ça existe. Et donc ça c'est pareil, au niveau digestif, vous avez un réensemencement de la flore intestinale qui est vraiment, vraiment très intéressant, quoi. Donc ça c'était pour... Voilà, donc en fait, nous on est un petit peu à cheval là au niveau de ce qui se passe au niveau du marché. Nous, pendant 12 ans quasiment, on a vendu que des produits bruts en invitant les personnes à transformer au maximum chez elles, à faire germer, à faire des pâtés végétaux, à faire des cuirs de fruits, à faire des wraps. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus tendance, et on se rend compte qu'on a aussi besoin de faciliter l'accès au grand public à ces produits-là. Donc c'est pour ça que on collabore avec Virgile. Et la tendance, on la voit nettement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus d'influenceurs, d'influenceuses qui taguent et qui font des hashtags raw food et tout. Il y a de plus en plus de chefs en cru qui font leur chaîne. Donc, comme tu disais, pour moi, c'est inéluctable aussi. On y va de toute façon. Et il y a aussi, c'est en rapport aussi avec l'ouverture des consciences. Le bio, il a mis un certain temps à se développer. Aujourd'hui, si Natexpo, 20 ans après, est devenu un salon aussi important, c'est que le bio, les gens ont pris conscience que c'était meilleur, en tout cas, de manger bio, pour plein de raisons, que de manger non bio. Eh bien, avec les gens vont aussi maintenant, c'est un niveau de conscience. On va passer. C'est bien de manger bio, mais si vous mangez bio, vous mangez tout hyper cuit, transformé, cuit au micro-ondes, des choses comme ça. En fait, vous avez perdu vraiment toute la qualité nutritionnelle, et le produit, s'il était bio, en fait, il n'y a plus vraiment beaucoup d'intérêt. Et c'est pour ça qu'après, l'étape d'ensuite, c'est de réaliser, de se rendre compte qu'en fait, le produit, il est bio, ok, il est de super qualité. Mais en plus, ça va être après la transformation, c'est de se dire, maintenant, on va le manger cru et vivant. On va essayer de conserver tous les nutriments, toute la qualité nutritionnelle du produit. Et nous, c'est ce qu'on fait avec version crue. C'est-à-dire, nous, alors, 42, tu parlais tout à l'heure de 42 degrés, c'est vrai, c'est la limite scientifique. On va dire, les scientifiques, on dit que voilà, c'est 42 degrés. À partir, au-delà de 42 degrés, on commence à altérer la qualité nutritionnelle. Nous, on fait tout à 40. Voilà, parce que il y a deux écoles différentes. Il y a une école à 42, il y a une école à 45. Donc, comme les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, on a décidé, nous, de tout faire à 40. Comme ça, on est en dessous des 42, et voilà. Donc, c'est un petit peu plus long,
Alors évidemment, ça demande du temps de déshydrater. Faire un wrap cuit de blé ou de maïs avec juste de la farine et de l'eau, ça va demander 2 ingrédients et 20 minutes une minute de cuisson. Nous, c'est 15 heures. Voilà, pour faire un wrap. Mais on sait qu'au bout des 15 heures, on a tous les nutriments, les enzymes dont tu parlais, Eric, qui sont hyper importantes, les vitamines, les minéraux, tout est conservé. Et on a fait des analyses, il n'y a pas de perdition, c'est-à-dire que la qualité nutritionnelle de notre produit avant déshydratation et après déshydratation, c'est exactement la même. Voilà. Donc ça c'est voilà, on est un peu à l'envers des facilités industrielles où on va rechercher le rapide, le facile, qui ont été initiés. Moi j'avais un papa qui était boulanger et lui voilà, il a vu les taux de gluten augmenter dans le temps parce que ça facilite la préparation de la pâte pour les boulangers sous pression des industriels. Là on est complètement à l'envers. On est sur des modes de transformation qui sont beaucoup plus longs, qui demandent plus de temps, qui demandent plus d'organisation. Mais en même temps, moi, ce que j'apprécie là-dedans, c'est qu'il y a aussi un rôle social où, dans la famille, on va être amené à faire les préparations avec d'autres membres de la famille. On va découvrir En fait, les gens, ils ont l'impression qu'on mange que de la salade et des tomates, mais en fait, on s'éclate, on fait des préparations en permanence. Enfin, c'est quelque chose, c'est un univers qui est voilà, pas complètement exploité en France. En tout cas, c'est un mouvement qui est venu d'Europe de l'Est à la base dans les années 70, qui est reparti sur la côte en Floride et qui est en train de revenir en France en ce moment. En tout cas, parce qu'on est au pays de la gastronomie. Donc voilà. Donc moi, par rapport à cette approche d'alimentation vivante, par rapport à l'approche santé, parfois on a souvent des gens qui nous demandent mais est-ce que vous mangez 100% cru? Quel est l'intérêt de manger 100% cru? Est-ce qu'on doit être à 100% cru? Moi, je déconseille fortement ce type d'approche. Ce que j'invite les personnes à faire et les gens qui ont des magasins à proposer des produits basse température ou peu transformés, c'est de commencer petit à petit à introduire ça en plus de l'alimentation traditionnelle. Par exemple, remplacer des fromages au lait avec des fromages véganes, faire des graines germées régulièrement, remplacer des wraps par des wraps de blé avec des wraps qui sont faits avec des légumes. Voilà, et d'autres graines. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, c'est de progressivement introduire ça dans son alimentation et voir ce qui se passe au niveau du corps. Et au niveau du corps, il se passe des trucs. Il se passe des trucs, et en fait, on n'a pas forcément conscience de ce que c'est l'état de pleine santé. Et on s'accommode souvent de petits... je sais pas comment dire, des petits inconvénients de santé, qu'on a l'habitude d'avoir mal à la tête de temps en temps. On se réveille le matin, la tête dans le cul. On a des boutons sur le dos. On a des règles douloureuses. C'est des choses qui, pour nous, peuvent faire partie de la normalité de la vie du quotidien. Et en fait, quand on est sur ce type d'alimentation en fait, c'est une alimentation écolo parce qu'elle fait faire des économies au corps. Enfin, le corps économise tout un travail digestif qu'il n'a pas à fournir. Et donc, il peut se consacrer à autre chose. Il peut se consacrer à plus de nettoyage, à mieux se défendre contre des maladies, etc. Donc, voilà. Et donc, le conseil qu'on donne, c'est aux personnes qui souhaiteraient tenter l'expérience, c'est de progressivement introduire dans leur alimentation plus de cru. Donc nous, chez BioVie, qu'est-ce qu'on fait? On vend des produits bruts, on vend beaucoup de produits autour des algues, des graines germées. On est une maison d'édition aussi, on édite des ouvrages au niveau national sur l'alimentation vivante et la parentalité. On est les éditeurs d'Irène Grosjean, par exemple, qui est naturopathe, qui est très connue en France, qui aujourd'hui a 92 ans, et que quand on est en randonnée avec elle, ça fait 50 ans qu'elle est au cru. Elle est devant nous, on n'arrive pas à la suivre, elle est juste hallucinante, elle fait encore du saut en parachute, elle fait du trampoline, de la balançoire. Enfin, c'est une personne complètement hors norme. On est éditeur et d'autre part, on propose aussi des formations en ligne de 2 à 3 heures à la cuisine. Donc et on a mis ça en place avec le Covid. Il y a des formations qu'on vend 10 € pour 2 ou 3 heures de cuisine. Vous avez entre 25 et 30 recettes. Parce que pendant le Covid, on savait que les gens étaient à la maison, ils avaient du temps. Et on s'est dit, tiens, c'est une bonne opportunité pour qu'ils modifient leurs habitudes alimentaires. Donc, on a mis en place toute une série de webinaires sur la déshydratation. Le wrap. Voilà, les wraps. Voilà. Voilà. Sur la déshydratation, sur les graines germées, sur les apéros crus,
sur les algues, sur comment est-ce qu'on fait en famille pour des petits, sur les plantes qu'on peut récolter à la maison. Vous voyez là, on fait par exemple des noris crus. Voilà, là c'est des photos avec des graines germées. Donc en fait, c'est quelque chose qui est facile à rentrer dans l'alimentation. Moi, je connais des personnes qui, du jour au lendemain, pour des problèmes de pathologie, se sont dit bon, il faut que je change mon alimentation et que j'aille vers ce type d'alimentation parce que j'ai une maladie, j'ai peu de temps devant moi, donc je dois me dépêcher. Donc ça, c'est des cas particuliers. Mais par contre, voilà, dans ces cas-là, ça peut être un peu compliqué. Mais nous, on invite vraiment les personnes à tester. Et moi, personnellement, la première raison pour laquelle je vais vers ce type d'alimentation, c'est que c'est magnifique. Il y a beaucoup de couleurs. C'est beau. Voilà, les goûts sont sublimés. Et moi, j'ai du plaisir au quotidien. Donc, c'est possible d'inclure ça dans son alimentation. Et ne serait-ce que si vous voulez commencer, pas à faire des graines germées, mais vous pouvez commencer avec quelques barquettes de graines germées que vous achetez toutes prêtes au magasin bio. Et après, vous pouvez faire germer vos graines à la maison, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Toi, qu'est-ce que tu as pu observer comme tendance quand tu as commencé à aller dans les magasins bio? Pour toi, c'est encore sur les plateformes bio, c'est encore un petit peu tôt ou... Avant de créer Version Crue, j'ai travaillé pour un laboratoire qui s'appelle La Source, qui distribue en France les super aliments Purasana. Et j'étais ambassadeur de Purasana, donc j'ai fait le tour de France des magasins bio où je faisais des animations et je faisais des recettes à partir des super aliments. Et donc du coup, après 2 ans avoir fait ça, je voyais, en fait, j'ai commencé à voir les magasins bio qui commençaient à développer des rayons crus. Un petit peu confidentiel, quoi. C'était par-ci par-là, mais ça commençait à venir. Là, on était en 2016, 2017, et il y a des magasins de plus en plus. Alors, il y a ceux qui savent pas aussi, qui n'ont pas l'expertise. Il y en a qui connaissent pas du tout, et on est là aussi, on peut les accompagner. Ça nous arrive aussi on peut aider des magasins à mettre en place un rayon dédié à la raw food, parce qu'on connaît bien les marques, on connaît bien le sujet. Et mais il y a de plus en plus de magasins qui créent leur rayon et qui cherchent justement des marques. Parce que créer un rayon au sein d'un magasin bio, créer un rayon cru, si t'as pas de produits crus et si t'as pas de marque pour alimenter ce rayon, donc après les magasins aussi ils vont être en manque de produits. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait aussi de plus en plus de marques, des choses qui se développent sur le cru pour pouvoir que la raw food intègre les magasins bio de plus en plus. Et là, on se retrouve un petit peu dans la position du bio il y a 50 ans, c'est qu'il n'y a pas de logo, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas grand-chose qui existe aujourd'hui. On y travaille. Voilà, donc en fait, j'espère que dans la décennie qui vient, il y aura un logo, soit logo cru, soit un label alimentation vivante ou le respect d'un cahier des charges sur le mode de transformation des aliments. Je pense qu'on va y arriver. Et en fait, mais ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait le tour du salon, il y a des fromages crus vegan, il y a du lacto fermenté, il y a vous qui faites le déshydraté, j'ai vu des personnes qui avaient du granola cru. Mais en fait, c'est pas encore arrivé trop dans les mœurs de valoriser ça. Parce qu'il y a encore un manque de communication, un manque de compréhension de l'intérêt nutritionnel et santé que ça peut avoir. Mais sur un salon comme ici, il y a un certain nombre de marques qui rentreraient déjà sur ce type d'approche alimentaire et sur ce type d'approche de transformation où ça pourrait facilement être valorisé, quoi. Mais aujourd'hui, oui, la partie elle se joue pas mal en France. Enfin, on est en contact avec des structures aux États-Unis qui a été un petit peu la pépinière de ça pendant quelques décennies. Et c'est en train de revenir chez nous assez étonnamment, mais comme on est le pays de la gastronomie, il y a des restaurants 100% crus qui existent à Paris. Vous avez le 42 degrés, vous avez le Sweet Romance, il y a les petites pâtisseries. Les petites pâtisseries qui sont là. Violaine Bergouin, les petites pâtisseries raw et vegan dans le 11e arrondissement. Et malheureusement, il y a aussi des restaurants qui ont été fermés pendant la crise du Covid. Je pense à Love Me Cru, David, qui n'a pas survécu et tout à la crise. Donc ça, c'est plus malheureux.
Voilà. Mais je rebondis par rapport au label dont tu parles. Nous, on travaille dessus, ça fait longtemps, et c'est très très important de se réunir, que tous les acteurs aujourd'hui du cru, de l'alimentation vivante se réunissent autour d'une table et établissent un cahier des charges, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire aux États-Unis. Il y a un label RAW qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, où pour eux c'est la déshydratation. Enfin, ils acceptent jusqu'à 100 degrés. Alors que c'est, voilà, scientifiquement, on sait que c'est 42 degrés, donc ils sont en train de faire un petit peu de n'importe quoi pour que rentrent dedans des produits qui disent, nous, on fait à 90 degrés, donc on peut avoir le label RAW. Donc c'est important quand même d'avoir un vrai cahier des charges, d'avoir un vrai label pour qu'il n'y a pas tout et n'importe quoi qui soit fait dans l'avenir, que les industriels puissent s'engouffrer et puis puissent faire n'importe quoi en disant c'est cru, c'est raw, et en fait ça ne le sera pas du tout, comme aujourd'hui on dit c'est bio. Ouais. Le bio, il y a bio et pas bio non plus. Faut faire attention. Il y a plein de promesses, des vices cachés, comme on va dire. Mais donc c'est important parce que le cru va se développer. Les industriels vont aussi aller dans le cru. Et c'est important de mettre un cahier des charges dès le début pour qu'on puisse pas faire n'importe quoi. Et sinon, ce sera nous après qui serons un petit peu, on sera bloqué quoi. Donc c'est très très important d'y aller sur ce label. Souvent, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu des personnes comme nous qui sont avant-gardistes, qui vont casse-pipe, qui prennent les risques, qui testent les marchés, qui lancent les tendances. Et une fois que ça commence à être assis, ce qui s'est passé avec le bio, hein, moi, le bio, ça fait 25 ans que je travaille dedans. Après, il y a des grosses structures qui viennent racheter, qui essayent de niveler les exigences que nous, on peut avoir en tant que pionniers sur la qualité. Et donc là, c'est ce qui se passe clairement aux États-Unis, quoi. Mais c'est un petit peu l'histoire de beaucoup de choses qui sont lancées par des pionniers et qui après sont récupérées par des structures plus importantes, quoi. Alors, je sais pas si on peut répondre peut-être. Je me rends pas compte de combien. Si vous avez des questions, ou s'il y a des 30 minutes. Moi, je peux parler encore, hein, mais s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, qui ont des choses à évoquer sur ce type de... Je ne sais pas si c'est approprié là, mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a parlé des différents régimes, et puis donc notamment du régime cétogène, etc. Peut-être même si les wraps, par exemple, après ça peut correspondre aux gens qui veulent vraiment manger de l'alimentation vivante, mais aussi même ceux qui commencent par manger sans gluten, vegan, cétogène, voilà. Mais notre wrap, en fait, il s'adapte à tous les régimes. Il s'adapte aussi bien aux gens qui mangent donc bio, sinon on ne serait pas ici, les gens qui mangent cru, sans gluten, les végétaliens, vegan, puisque le wrap il n'a aucun produit animal, au régime cétogène, qui doit être sans céréales du tout et riche en glucides. Pauvre en glucides, pardon, excuse-moi. Et paléo aussi, où il n'y a pas du tout de céréales dans le régime paléo. Donc en fait, nos produits, ils s'adressent vraiment à tous les régimes. Donc c'est pas forcément aux crudivores. On peut avoir un régime paléo et puis intégrer le wrap. Le wrap, aujourd'hui, on est parti nous sur le wrap parce que je me suis rendu compte que c'était le produit le plus simple pour manger cru et vivant quand on n'a pas une alimentation vivante à 100%. On achète les wraps, on garnit, on met ce qu'on veut dedans, on a des restes dans le frigo. On n'est pas obligé de faire un truc élaboré. Alors après, ce qui fonctionne très bien, c'est la sauce un peu crémeuse, genre un guacamole, un tartare d'algues, une tapenade, des choses comme ça, avec des légumes lacto-fermentés et des graines germées. On roule son wrap et là, on a un sandwich qui est 100% cru et vivant. On en mange un parce qu'on est calé au bout du premier, parce que de manger cru, ça cale beaucoup plus vite que de manger cuit. Quand on mange cuit, on n'a plus d'aliments, on n'a plus de nutriments. Donc le corps, on est obligé de le remplir avant d'arriver à satiété. Quand j'ai commencé à vendre les wraps sur les marchés, au début, j'avais des clients qui venaient et ils me disaient, c'est incroyable, d'habitude quand on fait un wrap de blé ou de maïs normal, on en mange 2. Donc là, on est parti sur le principe de s'en faire 2 aussi, ma femme et moi. Sauf qu'on en a mangé qu'un chacun. Au bout du premier, on n'avait plus faim. Et c'est parce qu'ils étaient calés, en fait, parce que là, il y a tous les nutriments sont présents, en fait. Et on est rassasié beaucoup plus vite que quand on mange cuit et dévitalisé.
Et puis tu parlais de capital santé, vitalité, tout ça, on s'en rend compte au quotidien. On n'a pas du tout la même vitalité quand on mange vivant que quand on est des êtres vivants. Moi j'aime bien rappeler qu'on est des êtres vivants et il n'y a qu'avec de la vie qu'on peut faire de la vie. Voilà, c'est pour ça que je voyais Aurélie, tu as le micro, tu voulais parler? Moi j'ai une question à poser, c'est alimentation crue, ça veut dire que je mange tout le temps froid? Non, pas toujours. On fait, par exemple, l'hiver, mais grâce à Irène, dont tu as parlé, qui nous a formés aux soupes crues. Donc l'hiver, on fait des soupes crues, mais chaudes. Voilà, elles sont chaudes, mais elles sont crues, elles ont tout préservé. Parce qu'en fait, on l'a fait au blender, hein, tout simplement. On mixe les ingrédients au blender. Au moment de mixer la soupe, on la mixe avec de l'eau chaude. On fait une soupe, et par contre, il faut la boire tout de suite. C'est sûr que ça va se refroidir rapidement, mais au moment de la consommer, on fait des soupes crues, chaudes, c'est super, c'est juste super bon. On rajoute des graines germées dedans aussi, et ça suffit. Et on se rend compte en fait qu'on est nourri. Et c'était amusant. Nous, dans notre village, il y avait la fête de la soupe. Dans le village où on habite, à côté de Nîmes. Et à la fête de la soupe, en fait, tout le monde venait faire sa soupe. Et nous, on était les seuls à venir avec des aliments, en fait. Et en fait, tout ce qu'on faisait, c'était qu'on préparait. On avait un blender des aliments et on faisait la soupe au fur et à mesure. Et en fait, c'est tout à fait possible en hiver de manger chaud et cru. Et c'est réconfortant. Et en hiver, nous, on n'a aucun problème, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de difficulté en hiver à manger. Oui, on peut faire des purées. Des purées, ouais. Il y a beaucoup. On peut faire plein de choses. En fait, on va rentrer bientôt dans cette phase où les gens vont réaliser que manger cru et vivant, c'est pas manger que de la salade. C'est ça. Parce que voilà, nous on fait des wraps, mais aussi on fait des pâtes, des fonds de pizza par exemple. Voilà, c'est un produit qu'on fait qui s'appelle la crute. C'est un fond de pizza cru. Et tout le monde n'a pas. Alors, quand on cuisine, il y a beaucoup de personnes qui cuisinent, qui vont faire les fonds de pizza ou les wraps chez eux, mais on n'a pas toujours le temps. Il faut du temps, il faut de l'organisation, il faut des heures de déshydratation. Donc c'est sympa, on ouvre le sachet, on a le fond de pizza, on le garnit et ça c'est super. Voilà, donc on va développer de plus en plus de produits. Mais c'est vrai que notre spécialisation c'est la déshydratation parce que la déshydratation ça permet de conserver en fait le produit très 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 longtemps, sans stérilisation, sans pasteurisation, on a des DDM de plusieurs mois. Enfin c'est vraiment génial et c'est pour ça aussi que c'est l'avenir. Tout à fait. Pour moi, l'avenir, il y a deux choses. Il y a d'une part les magasins qui vont rentrer davantage de produits transformés pour faciliter la transition des personnes vers une alimentation classique, d'une alimentation classique vers une alimentation davantage crue. Et mon autre rêve, moi, c'est que dans les restaurants, dans 5 ans, vous ayez l'option crue. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez l'option végétarienne. Souvent, dans des restaurants, par rapport à il y a 10 ans, il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a le petit V. C'est-à-dire qu'on va dans n'importe quel restaurant, on peut avoir l'option végétarienne et que dans 5 ans, en ayant formé des chefs, en particulier en France, c'est-à-dire en ayant formé des chefs de restaurants classiques pour qu'ils ajoutent sur leur carte une option raw ou une option crue, on puisse, et moi je serais le premier content parce que quand je vais au restaurant, je n'ai pas forcément ce qui me convient. Donc qu'il y ait une option crue, qu'on puisse consommer et qu'il soit facile pour le chef à faire et accessible et qu'il soit pas quelque chose de... Une pizza crue, ça peut être un peu compliqué au début, mais c'est pas que de la salade et effectivement il y a des options qui sont assez simples pour des chefs à faire et moi ça c'est le grand projet des années à venir, c'est de pouvoir former des chefs de restaurants dans le pays des restaurants, donc de la gastronomie internationale, à ce qu'il y ait une option crue sur les cartes des restaurants, quoi. Ça c'est un petit peu l'objectif. Je rêve pas d'une chaîne de restaurants crus parce que ça pour moi c'est la deuxième étape. La première étape c'est de l'intégrer au quotidien, que ce soit plus facilement accessible dans les magasins, plus facilement accessible dans les restaurants. Après nous on est un petit peu sur le sommet de l'iceberg à faire que du 100%. Mais l'idée elle est un petit peu là-dessus pour que ça rentre plus dans la consommation générale, quoi. Bon, nous on en rêve hein, de la chaîne de fast good, slow good, fast, mais voilà, Irène par exemple, c'est le genre de projet sur lesquels elle travaille. De mettre partout en face de l'enseigne au grand M jaune une enseigne qui soit l'antithèse, voilà, en alimentation crue et vivante. Mais on y viendra. De toute façon, ça sera peut-être pas dans 5 ans, mais on y vient.
Voilà, on est là. ça passera par des intermédiaires qui, pour moi, seraient du plus grand public, quoi. Mais sur les restaurants crus ou les pâtisseries crues qui sont à Paris, vous y allez, vous allez voir, c'est juste, enfin voilà, super, quoi. Manger à des personnes sans leur dire que c'est cru. Ils auront du mal à savoir que c'est. Hier soir, on est allé manger à 42 degrés toute l'équipe de version crue. Donc, il y a le premier resto gastro cru à Paris. Et on était tous là à dire que si vous emmenez quelqu'un sans lui dire que c'est cru, la personne, elle va manger, elle devinera pas, quoi. C'est impossible. C'est tellement. C'est vraiment de la cuisine gastronomique. Sans cuisson. Alors moi j'ai une petite question, ça a trait à la qualité transition alimentaire ou valeur écologique de l'alimentation végétale et vivante. Et est-ce que tu peux nous dire de combien de calories a besoin quelqu'un qui mange cru tout le temps en fait? Parce que je crois que c'est bien inférieur à ce qu'on fait actuellement, non? Alors, alors moi, j'ai écrit un article, vous allez sur biovie.fr, vous allez dans la partie blog, et j'ai écrit un article il y a 15 jours sur justement ce qu'on appelle les kilocalories. Est-ce que vous savez comment sont calculés les kilocalories qu'il y a sur les boîtes de conserve, tous les aliments transformés, vous avez les kilocalories. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait ce calcul au niveau industriel? Ça remonte à Lavoisier, dans les années 1800, qui avait mis au point la bombe calorimétrique. C'est-à-dire que c'était une enceinte dans laquelle on avait 5 barres d'oxygène, dans laquelle on introduisait un aliment qu'on faisait brûler et on calculait le dégagement de chaleur de cet aliment qui était brûlé comme dans une chaudière. Donc là, on est sur des espèces de dogmes scientifiques qui sont utilisés depuis 200 ans et on assimile le corps humain à une chaudière. C'est délirant quand même. Enfin, c'est sur les étiquettes de n'importe quel aliment transformé aujourd'hui. C'est juste du délire. C'est un truc de 1850 de Lavoisier sur lequel on est parvenu. Donc, l'histoire du... J'en sais rien. Et nous, on mange très peu. Enfin, en quantité, on jeûne souvent, on fait souvent des purges. Enfin, on a un niveau d'absorption des nutriments qui est bien plus élevé qu'une personne qui mange mal, et on saute souvent des repas. Alors la quantité de calories, j'en sais rien, mais voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus parce qu'il y a des fois il y a des espèces d'éléphants dans le couloir sur le nombre de calories qu'il y a dans les aliments. La méthode de calcul est une méthode purement cartésienne. C'est pas une méthode biologique. La méthode d'évaluation des calories dans les aliments, elle est stupide. Elle a été faite il y a 200 ans de cette façon-là. Elle n'a pas été revue aujourd'hui. On oublie complètement les process biologiques qui sont derrière, la façon dont les cellules optimisent les aliments. C'est une méthode qui est héritée de René Descartes, qui est quelqu'un qui, pour moi, a emmené notre pays sur un mode de pensée cartésien et qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un mode de pensée cartésien en France. On est sur les lipides, glucides, protéines, on est sur le nombre de kilocalories qu'il y a sur les boîtes. Et c'est aberrant. Moi, j'ai pris, alors je sais pas, tiens, j'aimerais bien la montrer. Je vais essayer de la retrouver. J'ai pris une photo de l'énergie qui est dégagée par une graine germée de tournesol. Ça, c'est un mode de... Par exemple, ça, c'est un mode d'évaluation de la qualité nutritionnelle des aliments qui n'est pas du tout pris en compte. Non, je ne dois pas l'avoir là. Je vais essayer de la retrouver si quelqu'un pose une question, mais on peut prendre en photo la qualité nutritionnelle d'un aliment par sa dimension énergétique et vibratoire, en fait. Il y a toutes et c'est ça, en fait. Dans l'alimentation vivante, c'est ce qu'on appelle l'énergie subtile. Donc là, on rentre plus dans la spiritualité que de la nutrition. Mais ça, c'est des choses qu'on intègre en même temps qu'on intègre des aliments crus. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, l'énergie vitale. Mais en France, au pays de Descartes, on n'en parle pas beaucoup. Mais en tout cas, ce niveau d'énergie vitale, si vous prenez des aliments qui sont cuits dans une cocotte minute, et si vous prenez des aliments qui sont crus,
le micro-ondes ou la cocotte minute, ça va souffler l'énergie vitale, ça va juste la dégager, il n'y en aura plus. En fait, je pense que le corps se nourrit en premier d'énergie vitale et après de nutriments, en fait. Ça, c'est moi à titre personnel. Je vais chercher cette photo-là. Si tu as un truc à dire pendant ce temps-là. Ouais, tu disais, on n'en parle pas beaucoup de l'énergie vitale, nous, en France. Mais dans les pays asiatiques, par exemple, tout ce qui est ki, chi, prana, enfin voilà, on en parle beaucoup. Il y a encore du chemin, nous, avant de nous ouvrir à toutes ces dimensions-là. Donc non, moi non plus, je pourrais pas répondre vraiment à ta question parce que c'est pas des choses, nous, qu'on prend en fait en compte. On est obligé de les faire calculer pour les avoir sur l'étiquette. Puisque c'est des normes, mais c'est des normes qu'on trouve complètement obsolètes, complètement dépassées et que voilà. Oui. Voilà, là vous avez une photo Kirlian. Donc Kirlian, c'est un russe, c'est une méthode de mesure qui a été mise au point en Russie. Donc c'est des pays qui fonctionnent pas du tout comme nous, qui n'ont pas les bases cartésiennes comme nous, qui fonctionnent avec d'autres protocoles où on va avoir en premier recours à la médecine naturelle, à la médecine traditionnelle avant la médecine moderne. Donc le couple Kirlian, dans les années 70, a mis au point une méthode photographique de mesure de l'énergie vitale des aliments. Et donc là, moi, j'ai galéré, j'ai mis 2 ans à trouver un appareil pour prendre ce type de photo, mais là, c'est une photo de graines germées de tournesol. Donc le tournesol, c'est une des graines que je préfère, moi, qui est excellentissime. Et donc là, vous avez l'énergie qu'émet un aliment, une graine germée en l'occurrence. Donc une graine germée, pour moi, ça a été classé par Edmond Bordeaux-Sekeli, qui a écrit La vie biogénique, qui a classé les aliments en plusieurs catégories. Vous avez les aliments biogéniques, qui sont ce type d'aliments. Ce sont des aliments qui vont apporter de la vitalité, apporter de l'énergie au corps. Vous avez les aliments biostatiques, qui sont des aliments qui sont plutôt neutres, et vous avez des aliments biocides. Et donc les graines germées sont classées dans les aliments biogéniques. Et donc là, voilà, vous avez. Donc ce type d'approche en France n'est pas reconnu au niveau scientifique, malheureusement, parce que pour moi, ce serait bien plus intéressant d'aller mesurer la vitalité d'un aliment avec ce type d'approche photographique qu'avec des kilocalories qui sont brûlées dans une bombe calorimétrique de Lavoisier, quoi. Mais ça, c'est pour peut-être dans quelques années. Mais moi, je m'amuse à faire, à faire ce type de photos. Ouais, y venir. J'ai confiance. Les choses vont ça avance dans le bon sens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je sais pas. Oui. Vous avez dit que vous voulez développer plus de produits lyophilisés. Lyophilisés. Ouais, mais est-ce que ça ne va pas faire perdre le vitamine C qui est hydrosoluble? Donc la lyophilisation, c'est un mode de transformation traditionnel à la base qui sont utilisés dans les Andes, donc sur le plateau, sur l'altiplano péruvien, Bolivie, Équateur, Pérou, et par les Tibétains en Himalaya. C'est-à-dire que quand on monte en altitude, l'eau qui est contenue dans un aliment va se sublimer. Et la sublimation, c'est un passage de l'état congelé à un état gazeux sans passer par l'état liquide. Sur la vitamine C spécifiquement, je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qui est en laboratoire et utilisé pour pouvoir conserver des souches microbiennes, bactériennes, et c'est ce qui est utilisé aussi par la NASA pour les astronautes. Et donc la lyophilisation, c'est de la super déshydratation, en quelque sorte. Pour moi, c'est là qu'on conserve le maximum de nutriments parce qu'il n'y a eu aucun chauffage. Aucun chauffage du tout, quoi. Après, c'est un process qui est long. Nous, on a un lyophilisateur à la maison. Quand on le lance, c'est 24 heures, quoi. 24-36 heures. Parce on descend en température lentement, de façon respectueuse, et après, on fait le vide. Et donc, mais c'est rigolo. Ce qui est amusant, c'est que les aliments qu'on met dedans, un enfant ne fait pas. Enfin, ça garde toute la couleur, ça garde toute la texture. C'est juste que, on arrive à casser un quartier de pomme en deux, ça fait crack. C'est très étonnant, la lyophilisation. Mais pour moi, c'est aussi l'avenir. Et c'est ce qui est utilisé par les sportifs, par les astronautes, par ce type de personnes. Mais c'est très développé en Asie, très peu développé en Europe. C'est comme les algues. En Asie, on va au 7-Eleven à Bangkok, en bas de l'immeuble. Il y a des algues, alors que à côté des sodas et des chips.
et il y a même des snacks pour les enfants, quoi. Alors nous, on en est bien loin, hein. Enfin, alors qu'en France, on a une des ressources, une des plus belles ressources en algues du monde. Il y a aux États-Unis, au Japon et en France. En France, c'est extraordinaire. Vous allez sur, nous on a nos fournisseurs qui sont à Roscoff. Il y a des quantités, mais des montagnes d'algues à récolter. Bon, c'est peu exploité, quoi. J'avais entendu que le Japon importait des algues français depuis longtemps que ouais, c'est les Français qui ne consommaient pas. Et autre question, rap, DDM de rap, c'est combien de temps? Je connais pas vraiment parce qu'il faudrait faire encore des analyses pendant des mois et des mois. On va dire 18 mois aujourd'hui. Oui, sur nos wraps, sur le wrap. Et après, il faudrait encore continuer. En fait, au bout de 18, c'est pas parce que le produit est plus bon au bout de 18 mois. C'est qu'au bout, comme on a commencé dans des toutes petites boîtes, et ça coûte cher de faire des analyses pendant des années. Mais peut-être qu'au bout de 10 ans d'analyse, notre produit, la DDM, serait toujours bonne. Tu vois? Oui, on ne sait pas vraiment, en fait. En fait, c'est comme les graines, on est limité par la réglementation générale. Nous, à un moment, on vend je sais pas, une palette par mois de graines à germer. Et en fait, la législation française, c'est que dans des sacs en craft, c'est 18 mois, même si tu la gardes 10 ans. Donc, on est obligé par la réglementation nationale, et là, c'est pareil pour toi. Mais on a des pots de lactofermentation qui ont 4 ans à la maison et elles sont encore très bonnes. Enfin, c'est des modes de transformation qui sont longs, quoi, en fait. Mais actuellement, effectivement, des petites structures comme Virgile, où il m'a raconté que, comme ils sont en dehors des clous industriels, les gens ne savent pas comment faire, parce que c'est des aliments qui n'existent pas, donc ils ne sont pas dans les cases. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire une analyse par semaine et ça leur coûte 100 € par semaine, par produit. Donc 400 € par produit par mois. Donc s'ils ont 6 produits, ça fait 2400 € par mois à dépenser par mois, juste pour avoir une DDM. Quand on est une petite structure, c'est assez décourageant, en tout cas. Sûr. Et après le pire, c'est qu'il doit dépenser ça, mais après, il doit dépenser ça pour entrer sur des grosses plateformes bio qui vont, elles, demander une DDM de 18 mois parce que l'habitude des magasins, c'est que ce qui est facile, c'est de poser un aliment sur une étagère et qui ne bouge plus, quoi. C'est ça. Et... Comment? 18 mois, température ambiante. Température... Oui, les wraps se conservent à température ambiante. Oui, ils ne se conservent pas au frais, ils se conservent au sec. Au rayon sec, épicerie, exactement à côté des wraps de blé, de maïs et tout. Et ils se conservent au sec dans l'armoire avec les lentilles. Ouais. En fait, dans l'alimentation vivante, on peut avoir beaucoup chez soi de choses. Par exemple, nous, les algues qu'on propose, elles sont vendues salées, sous vide, et elles se gardent 6 mois. Après, par contre, quand on transforme ces algues en tartare, le tartare d'algues va durer 3 semaines. Et en fait, là, on travaille aussi avec un autre fournisseur qui est Brotalgue. On a lancé les tartares d'algues en pot d'1 kilo parce que nous, on en mange vraiment, ça fait partie de notre alimentation. Et ça se garde, un bon mois, quoi, le tartare d'algues. Donc là, on n'a pas de problème de conservation. Le seul problème, c'est de rentrer des choses qui sont pour l'instant artisanales dans des circuits avec des obligations et des cahiers des charges et des réglementations plutôt de type industriel, quoi. Aventure Bio, je vois passer Aventure Bio. Il faut que vous venez nous voir, Aventure Bio. On compte vous rencontrer. Hein. J'utilise d'avoir le micro pour le... Et oui, par rapport aux analyses, je voulais revenir parce qu'en fait, c'est vrai, quand on a commencé à faire les analyses, on rentrait pas du tout dans les cases. Même eux, ils connaissent pas, ils savent pas, les produits déshydratés et tout. Mais oui, ça a conservé aussi d'autres choses. Donc, ils doivent faire des nouveaux cahiers des charges. Et ils ont fait un cahier des charges spécifiquement pour nos produits. Et ça a mis du temps avant de faire ce cahier des charges, de trouver, c'est des nouvelles analyses. Donc voilà, mais c'est génial, on ouvre plein de portes là. Et c'est ça qui est chouette, on fait bouger les lignes, comme tu dis, Eric. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore quelques minutes. Est-ce qu'on peut considérer la congélation comme un mode de conservation adapté à l'alimentation vivante? Alors je dirais oui. Et
Je dirais oui parce que on peut congeler des ovules et du spermatozoïde et faire des enfants une fois qu'on les a décongelés. Donc ça ne... Donc je dirais oui. Bah, par contre, si tu congèles des ovules et des spermatozoïdes, si tu cuis des ovules et des spermatozoïdes, je suis pas sûr qu'après tu pourras faire un bébé. Alors qu'avec la congélation, oui. Oui, non, moi oui, la congélation. Bon, de toute façon, on n'est pas des extrémistes, on est des engagés, quoi. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui avaient des choses à demander sur les modes de transformation, en particulier de l'alimentation vivante, sur les graines germées, sur les algues, sur le type de produit qu'on peut rencontrer, comment on peut commencer à manger cru ou... Ouais, par exemple. En fait, on a été tellement bons qu'ils n'ont plus de questions. Tu peux nous parler de la réactivation des graines? Ah ah. Les graines activées. Ouais, carrément. La réactivation. En fait, toutes les graines, les oléagineux, ils ont. Ah, tu voulais absolument que ce soit Eric qui réponde à ta question? Et elles ont toutes, elles dorment en fait. Celles que vous achetez dans les magasins bio en vrac ou quoi que ce soit, elles sont dans l'état de dormance. C'est un terme agronomique, l'état de dormance. L'état de dormance. Et parce qu'il y a des inhibiteurs d'enzymes en fait, qui empêchent les enzymes, qui sont vraiment la vie, on va dire, dans la graine, dans l'oléagineux, qui l'empêchent de faire son travail et de pousser. Parce que sinon, on aurait des amandiers ou des noisetiers qui commenceraient à pousser dans le vrac, quoi, tu vois. Ou dans le laboratoire, dans les sachets qu'on reçoit. Et en fait, à partir du moment où tu les trempes dans l'eau, un certain nombre d'heures, et ça va être différent pour certaines graines ou certains oléagineux, ça va être 4 heures, d'autres 8 heures, d'autres 12 heures, 24 heures, tu supprimes les inhibiteurs d'enzymes. Et en fait, dans la nature, il se passe la même chose, sauf que ça va être l'eau de la pluie qui va enlever les inhibiteurs d'enzymes, qui vont réveiller la graine. Et en fait, là, on décuple son potentiel et la qualité nutritionnelle du produit. C'est exactement le même principe qu'avec les graines germées, en fait. Et elles sont là, vivantes, réactivées. Elles sont réveillées, en fait. Et donc, imagine dans ton corps la différence de consommer une graine qui est endormie. Et en plus, les inhibiteurs d'enzymes vont gêner la digestion et l'assimilation des nutriments. C'est pour ça qu'on conseille en alimentation vivante, quand tu fais des stages et tout, on conseille toujours de tremper la veille, par exemple, tes graines, tes oléagineux, et le lendemain, de bien les rincer pour bien supprimer les inhibiteurs d'enzymes, et après de les manger. Voilà. Ou encore mieux, de les redéshydrater après, de les déshydrater pour qu'ils conservent leur croustillant. Donc en fait, on va être sur des aliments qui vont être pré-trempés et redéshydratés derrière. Ça permet de conserver ce qu'on appelle des amandes activées ou du tournesol germé déshydraté qu'on peut conserver et avoir les bénéfices sans avoir à les tremper à chaque fois, quoi. Donc voilà, sans avoir à le faire soi-même. On revient sur le principe d'aider aussi, de faciliter le consommateur à aller vers plus de cru, vers plus de vivant. On leur donne après, au début, on peut aussi acheter les produits faits, et puis après, on peut s'amuser à le faire aussi à la maison. On a tous acheté un jour, ou plus ou moins ceux qui cuisinent, acheté une pizza déjà toute faite et fait la pizza maison. Voilà, il y a la différence. Voilà. On va laisser la suite au prochain. On vous remercie en tout cas d'être venu nous écouter. Et puis, on vous souhaite un bon salon. Oui, on vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés. Je rappelle, K138. K138. Version crue. Et nous, c'est www.biovie.fr. Biovie.fr. Et versioncrue.fr. Versioncrue.fr aussi.